Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle présentation de la formation CSL 301. En plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer donc un nouveau chapitre concernant le DHCP Stamping qui s'inscrit bien entendu, et comme toujours je vous dis, dans le module sécurité de cette formation, c'est celle-là. Ok, donc on va passer au prochain diapo pour regarder ce que notre cher ami le DHCP Stamping, donc il nous cache derrière. Cool. Alors, avant que j'entame, donc c'est quoi un DHCP Stamping et c'est quoi le concept et l'intérêt de mettre un DHCP Stamping, je voudrais bien faire un petit rappel concernant le fonctionnement du serveur DHCP. Très bien. Aujourd'hui, lorsqu'en fait vous avez donc un serveur DHCP au niveau de votre entreprise, vous avez 10 clients qui souhaitent obtenir des adresses IP d'une manière automatique. Donc la meilleure manière pour répondre à ce besoin, c'est bien entendu configurer ce qu'on appelle le serveur DHCP. Ok. Sauf entre un client et un serveur DHCP, vous avez, comme vous savez, parce que ça je l'ai déjà expliqué dans des anciennes vidéos concernant donc, le fonctionnement du serveur DHCP, en fait il y a des messages qui sont échangés entre un client et un serveur. Très bien. Alors parmi les messages qui sont envoyés entre un client et un serveur, c'est ce qu'on appelle en fait le DHCP Discover. Donc le DHCP Discover, c'est destiné donc à trouver bien entendu donc un serveur DHCP. Maintenant, lorsqu'en fait il y a un serveur DHCP donc, qui détecte une requête qui est en provenance d'un client qui souhaite avoir une adresse IP, dans ce cas-là, on a donc ce qu'on appelle le DHCP Offer. Donc le DHCP Offer, donc il contient une proposition de mail avec également donc l'adresse IP, avec l'adresse IP qu'il propose donc le serveur sur le client, donc le DNS, donc etc., etc. Il y a après certains paramètres qu'on peut y avoir. Donc, maintenant, lorsqu'en fait j'ai un DHCP offert, donc j'ai le client qui répond avec ce qu'on appelle un DHCP request. C'est que le DHCP request pour dire que les clients, on va dire qu'il va accepter l'offre qui était proposée par notre ami le serveur DHCP. Très bien. Maintenant, si tout ça passe très bien, on a un DHCP Discover, Offer et Request, donc il suffit juste pour que le serveur DHCP donc prenne en charge ces demandes et pour dire que écoute-moi cher client, bah moi je te dis j'ai un DHCP acknowledge, c'est-à-dire c'est que ta demande elle est prise en compte et que l'adresse IP il est bien enregistré au niveau de les adresses IP que j'ai fournies. Ok, donc c'est ça en fait les échanges DHCP en mode bref. Ok. Après, donc, si vous voulez bien entendu avoir beaucoup plus de détails pour les personnes qui n'ont pas encore vu donc le DHCP, la section DHCP, là, je vous invite vivement à revenir parce qu'en fait, là, j'avais détaillé chaque requête en fait à part. Très bien. Alors, le DHCP Stamping, le concept. Alors, le concept du DHCP Stamping, en français, c'est-à-dire on va activer la surveillance du DHCP. Pourquoi en fait on va activer la surveillance du DHCP? Tout simplement c'est pour lutter contre certains attaques. Ok, donc lutter contre certains attaques, pardon, excuse-moi, je sais pas, attaques, je sais pas c'est quoi ce mot là. Alors, la surveillance du DHCP en fait c'est une fonction qu'on peut trouver sur des Cisco iOS, principalement sur des Cisco Catalyst. L'objectif en fait lorsqu'on configure donc un DHCP Stamping, c'est pour déterminer quels ports du commutateur sont en mesure de répondre aux requêtes DHCP. Lorsque je vous dis en fait c'est qu'il permet de déterminer les ports qui seront en mesure de répondre aux requêtes DHCP, c'est-à-dire c'est que là je vais pouvoir identifier donc les ports ce qu'on appelle étant fiables et non fiables. Ou bien en fait ce qu'on appelle aussi donc en anglais, hop, boum, je prends mon stylo, comme d'habitude, c'est ce qu'on appelle en fait les ports trust. C'était déjà écrit, c'est pas grave. Donc c'est ce qu'on appelle les ports trust. Ok, donc les ports fiables. Et non trust, c'est-à-dire c'est en fait les ports non fiables. Ok. Alors, aujourd'hui, lorsqu'en fait on active donc un DHCP Stamping au niveau principalement d'un switch, ce qui permet aussi en fait de se comporter comme on va dire d'une telle sorte un firewall ou bien une ACL. Bon, principalement c'est pas un firewall ou bien un ACL, mais il va se comporter comme ça. C'est qu'il va permettre d'analyser tous les messages entrants sur un port on va dire spécifique,
sur un port spécifique. Et dans ce cas-là, le DHCP Snowping, il va réagir pour, en fait, on va dire, pour filtrer tous les messages DHCP. Et lorsque je vous dis de filtrer tous les messages DHCP, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, il va autoriser ou bien en fait, il va discarder. Tout dépend si le port est le trust ou bien le port il est untrusted. Ok? À savoir que aujourd'hui, lorsque je parle en fait un port trusted ou bien un trusted, alors le port trusted, c'est là en fait où on va configurer le serveur DHCP. Donc là en fait, là où on va dire les messages DHCP, donc ils seront en provenance. Ok? C'est-à-dire c'est que ici en fait, moi j'ai un serveur et puis en fait ici j'ai un client. Alors dans ce cas-là, moi je voudrais truster donc les messages DHCP en fait qui vont passer par un tel port. Alors dans ce cas-là, sur le port gigabit 1.0/2, donc là je vais truster ce port-là pour dire que pour autoriser tous les messages DHCP. Ok? À savoir, les untrusted, c'est que automatiquement aujourd'hui, lorsqu'on configure le DHCP Snowping, donc il faut identifier donc les ports trust, et pour tous les autres ports en fait qui restent, en fait pour lui, sont des ports untrust. Donc c'est dire, c'est des ports où là on va là où se trouvent des clients finaux qui vont demander on va dire voilà, qui vont envoyer par exemple des requêtes DHCP ou bien qui vont demander plus précisément en fait des adresses IP vers un serveur DHCP. C'est-à-dire c'est que aujourd'hui dans un port trust, c'est que de tous les messages DHCP ils sont approuvés, donc c'est approved, donc c'est-à-dire ils sont validés, ils sont autorisés. À savoir dans un port untrusted, et c'est ça en fait là où ça vient le concept du DHCP Snowping, c'est que tout simplement tous les messages normalement qui devraient être envoyés par un serveur DHCP sur le port untrusted, ils sont rejected. C'est-à-dire en fait ils sont rejetés ou bien en fait ils sont discardés ou bien si vous voulez ils seront droppés. Ok? Alors, pourquoi je vous dis dropper? Parce que tout simplement dans le port untrusted, lorsqu'on configure le DHCP Snowping, et là on va identifier principalement le port trusted là où tous les messages DHCP donc ils vont passer, ils sont approuvés bien entendu. C'est que pour les autres ports, c'est que qui sont untrusted, c'est que tous les messages du serveur DHCP, notamment on va dire offer par exemple, par exemple des messages comme DHCP offer qui sont envoyés par un DHCP serveur, tout simplement ce sont des adresses qui seront rejected, donc ce sera rejeté. Ok? À savoir que des messages clients comme en fait le discover, parce que là pour faire en fait un discover du serveur DHCP, alors bien entendu par exemple release decline, alors ce sont tout simplement en fait des messages qui sont autorisés sur des ports untrusted. Ok. Après aujourd'hui, lorsqu'en fait on configure donc le DHCP Snowping, c'est principalement pour réagir, c'est comme en fait un policier, on va dire comme un gendarme, comme quelqu'un en fait qui fait de la sécurité, en fait, et pour réagir au cas où il détecte en fait, on va dire un conflit des paquets DHCP ou bien des conflits, ou bien en fait, plus précisément en fait, il va détecter en fait des paquets suspects DHCP, et dans ce cas-là en fait, lui donc il va réagir en ce qu'on appelle le DHCP client, par exemple là on a le PC1, et puis en fait, et avec un serveur DHCP ou bien avec un DHCP Relay Agent, c'est ce qu'on appelle le agent de relais DHCP. Ok, donc j'espère que c'est bien clair pour vous. Alors je vais résumer tout ça, c'est que aujourd'hui lorsqu'on configure le DHCP Snowping, c'est qu'on va définir un port trust. Donc le port trust, c'est que tout simplement là où tous les messages DHCP donc ils vont passer, donc et bien entendu ce seront approuvés. Et tous les autres ports, lorsqu'en fait qu'on va pas le définir, ce seront des ports untrusted. C'est-à-dire c'est que tout simplement tous les DHCP server message, les messages du serveur DHCP, ce seront des messages qui seront rejetés. Et par ailleurs, c'est que les DHCP client messages, notamment comme discover, release par exemple, pour demander une telle adresse IP donc par exemple à un serveur DHCP, ou bien decline si en fait on refuse donc une offre, tout simplement ce seront des messages DHCP client qui seront autorisés sur le untrusted port. Mais tout simplement les messages du DHCP serveur donc ils seront rejetés. Ok, donc en fait là par exemple là je vais vous expliquer comment ça marche une attaque DHCP, donc une type de simulation.
Admettons qu'aujourd'hui vous avez donc un switch, vous avez donc un PC donc qui est un client normal, et puis en fait ce qu'on appelle un spurious DHCP server, ou bien en fait voilà donc euh, ici en fait là où se trouve le hacker qui a en fait créé en fait un faux serveur DHCP. Et puis en fait au niveau de votre entreprise derrière le routeur R1, vous avez en fait ce qu'on appelle le trusted DHCP server, ce qu'on appelle en fait un vrai serveur DHCP. Très bien. On va partir sur ce mécanisme. Alors, le premier mécanisme, c'est que là, j'ai par exemple le PC1 qui demande une telle adresse IP. Très bien. Donc le DHCP ou bien le PC1, donc il va envoyer un DHCP Discover. Par exemple, admettons que le spurious DHCP server, donc c'est le DHCP ou bien le faux serveur DHCP qui a été créé par notre ami le hacker. Donc tout simplement, c'est que c'est lui qui va répondre sur le DHCP Discover, parce que on va dire lui donc il est plus rapide et du coup c'est lui qui va répondre. Donc ce qui va arriver, c'est que tout simplement donc lui tout simplement que le spurious DHCP server qui est le spurious DHCP server, donc il va répondre avec il va fournir une telle IP à notre PC 1. Ok, sachant que ici, ce qui va y arriver, c'est que la gateway de ce poste-là, bah, automatiquement, ce sera celui-là. Ah, ok, très bien. Ok, déjà, en fait, il y a un souci. Oui, alors exactement, il y a un souci. Alors, le souci, c'est que tout simplement, dans ce cas-là, en fait, on va créer déjà, il y a une attaque DHCP, mais cette attaque DHCP, en fait, il va provoquer ce qu'on appelle le main and the middle. C'est que main and the middle, c'est qu'en fait, je vais traduire en français. J'espère que je vais dire la bonne traduction. C'est il y a une personne en fait qui est en fait au milieu. Ok. Alors tout simplement, c'est que lorsque moi j'ai par exemple le PC1 qui veut le rejoindre une ressource, par exemple qui est derrière, on va dire le routeur R1, on va dire un serveur web, hein, un serveur par exemple, on va dire c'est un serveur Apache. Alors tout simplement, c'est que la requête, au lieu qu'il va partir directement sur le R2, bah en fait c'est que il va partir à la gateway. Et la gateway dans ce cas-là, c'est le PC2, donc c'est-à-dire le PC du hacker. Donc parce que pourquoi ça passe en fait vers le PC2? Parce que tout simplement le faux serveur DHCP, il va permettre d'identifier que sa gateway, donc c'est la gateway en fait, la gateway qui va fournir dans dans une requête DHCP lorsque le PC1 donc il a fait la demande, c'est que ce sera lui-même. Donc ce sera en fait le PC du hacker. Très bien. Donc maintenant, la requête, donc il va partir vers le 10.1.1.2 et puis en fait, il sera forwardé vers le R2 et puis en fait, il sera forwardé vers le serveur Apache. Maintenant, comme j'ai déjà expliqué, c'est que ça va créer une attaque de type main and the middle. Ce qu'il fait, c'est que le PC1, donc il peut se connecter à n'importe quelle application dans le réseau, donc comme tout est normal, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que l'attaqueur, en fait, il va garder une copie de n'importe quel trafic qui était envoyé par le PC1. Donc c'est ça ce qu'on appelle le man and the middle. Donc c'est-à-dire c'est que moi, si n'importe quelle ressource je vais le rejoindre, c'est que le PC2, donc qui est l'attaqueur, donc qui réagit comme un spurious DHCP server, bah, dans ce cas-là, donc lui, il va réagir et en fait il va garder en fait une copie de tout le trafic qui est envoyé par le PC1 vers n'importe quelle destination au niveau de mon réseau. Très bien. Ok, bon, on passe au prochain diapo. Alors, on a en fait ce qu'on appelle aussi donc le filtering discover message based on MAC address. Très bien. Pourquoi je vous dis ça? Alors parmi en fait les attaques qu'on peut trouver vers des serveurs DHCP, en fait c'est on va en fait overloader le serveur DHCP. Donc c'est-à-dire c'est que l'objectif c'est qu'on le met hors service. Très bien. Voilà, donc c'est une type des attaques par exemple DOS ou bien DDoS. Très bien. Alors maintenant ce qui va arriver, c'est que par exemple j'ai un PC d'attaqueur qui est branché en fait dans le réseau d'entreprise. Dans le réseau d'entreprise, alors cette PC là dans une trame Ethernet, on a en fait une seule adresse MAC. Donc c'est adresse MAC, c'est
ce qu'on appelle donc source MAC adresse MAC A. Donc le A, c'est-à-dire c'est la source ou bien la MAC source du PC1. Ce qu'il fait, c'est que nous, en fait, on peut jouer via des différents tools. Hein. Par exemple, via du Kali Linux, j'ai déjà eu l'occasion de faire ce type de lab sur mon environnement VMware. C'est qu'en fait, je peux modifier, c'est ce qu'on appelle le client hardware address. Le client hardware address, c'est que là, au niveau de client hardware address, c'est que là, je peux identifier à chaque fois, en fait, une différente adresse MAC. Ce qu'il fait, c'est que dans un perspective de HCP, c'est que pour lui, chaque message, donc en fait, il va lui apparaître d'être en fait une adresse, on va dire une requête d'HCP est différente parce qu'en fait le CH adresse ou bien client hardware adresse, en fait c'est une adresse MAC différente. Et dans ce cas-là, vu qu'en fait ça apparaît avec une adresse MAC différente, c'est que tout simplement à chaque fois moi je fais en fait alors je fais ce type d'action, c'est que donc le serveur de HCP, donc il va en fait me répondre avec une adresse IP différente. Ok, donc c'est-à-dire donc pour la Mac 1, donc il va me répondre avec une adresse, par exemple le 1.1.1, Mac 2 le 1.1.2, le Mac 3 donc 1.1.3. Alors savoir que c'est la même source MAC adresse au niveau Ethernet. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement avec le features de DHCP Snooping, c'est que il est capable, on va dire, de détecter ce type de comportement sur en fait le intrastate port, parce que principalement ce type d'attaque en fait il est plus en fait au niveau du intrastate port, parce qu'en fait lui donc le DHCP Snooping ce qu'il fait derrière, il check en fait c'est ce qu'on appelle le Ethernet header, donc le Ethernet header, c'est-à-dire l'entête Ethernet. En fait, il vérifie donc la source MAC ou bien la MAC adresse source au niveau de l'entête Ethernet et va le comparer avec l'adresse MAC qui se trouve en fait dans le DHCP header. Et dans ce cas-là, si en fait il va trouver que la source MAC dans le Ethernet qui est différente dans le client hardware adresse, dans ce cas-là, il va le discarder le message. Donc il va discarder. Et tout ça en fait, ça se passe via le DHCP Snooping. Ok. Donc je résume encore une fois. Aujourd'hui, vous avez un PC1, donc c'est lui l'attaqueur. Donc l'attaqueur, donc il a bien entendu donc une seule source MAC. Mais on va dire pour overloader et pour on va dire pour récupérer toutes les adresses qui sont disponibles sur un serveur DHCP, c'est que tout simplement on peut jouer sur le client hardware adresse, et comme j'ai dit, il y a des tools qui permettent de faire ça. Et en effet, ce qui va arriver, c'est que à chaque fois il va en fait avoir une autre adresse MAC. Et comme j'ai expliqué, c'est que dans un contexte du DHCP, donc pour lui le serveur DHCP, c'est que ce sont des adresses MAC différentes. Donc dans ce cas-là, des adresses MAC différentes, c'est que tout simplement donc il va fournir donc une adresse MAC, une adresse IP pour chaque adresse MAC. Alors à savoir que c'est le même poste. Ce qu'il fait avec le DHCP Snooping, nous en fait lorsqu'on configure par exemple sur le switch 2, le switch 2 donc il est capable de regarder et en fait ou bien de vérifier donc l'entête Ethernet, et vérifier en faisant une comparaison entre une source MAC et la comparer, on va dire avec la MAC adresse qui est dans le DHCP header. Ok, et après en fait s'il va trouver que la source MAC dans l'Ethernet elle est en fait elle est pas la même dans celle en fait dans le DHCP header, donc c'est à dire le client hardware adresse, dans ce cas là il va discarder le message et en fait le serveur DHCP il va pas répondre. Ok, donc vous voyez en fait c'est que le DHCP Snooping il fait pas mal de choses avant que la requête arrive au niveau du serveur DHCP. Parmi en fait les choses en fait que le DHCP Snooping et la surveillance du DHCP Snooping en fait il permet de lutter contre, c'est ce qu'on appelle le filtering message data release IP address. Alors je m'explique.
Déjà en fait, le snapping du DHCP ou bien la fonction de surveillance DHCP du commutateur ou bien du switch, c'est qu'en fait il permet de combiner les informations à partir des messages DHCP en fait lorsque ça passe par un port spécifique. Donc lorsque par exemple ça passe par un port spécifique. Ok. Euh, je m'explique un peu plus en détail, c'est que aujourd'hui, lorsqu'en fait j'ai une adresse IP qui est affectée par un serveur DHCP, alors tout simplement le DHCP snapping ou bien la fonction de surveillance du DHCP, elle crée en fait c'est ce qu'on appelle le DHCP snapping binding table. Donc DHCP snapping binding table. En fait, au niveau du DHCP Snapping Binding Table, c'est qu'en fait, il va dire que moi j'ai affecté le 172, donc le serveur DHCP, pardon, excusez-moi, le serveur DHCP, donc il a affecté l'adresse 172.16.2.101 à l'interface, donc pardon, à l'équipement qui est connecté sur l'interface, par exemple gigabit 1.0/3. Ok. Donc, comme j'ai dit, c'est que le DHCP snapping il permet de combiner les informations à partir des messages des DHCP avec des informations sur le port. Voilà, comme j'ai déjà dit, c'est que vous avez un PC1 donc qui est un poste normal, donc il pose aucun problème, donc lui donc il demande une adresse IP au serveur DHCP. Vous avez le DHCP snapping qui est activé au niveau de votre commutateur ou bien au niveau de votre switch. Ce qui va y arriver, c'est que tout simplement, lorsque il y a une telle adresse IP qui est affectée par le serveur DHCP et que le DHCP snapping il permet de faire une combinaison de tous les messages, il permet pardon, de combiner les informations à partir des messages DHCP qui passent par exemple par ce port là qui est un port trust. Bah, dans ce cas là en fait il va détecter que l'adresse 172.16.2.101 il est affecté à l'équipement, voilà, on va dire à l'équipement ou bien au device qui est connecté sur l'interface gigabit 1.0/3. Très bien. Alors pourquoi il fait ça? C'est que tout simplement pour lutter contre des autres en fait problématiques. Par exemple, on peut y avoir des attaquants. Par exemple, le PC2. Le PC2, on va dire, il voudrait faire ce qu'on appelle le spoofing d'une IP. Par exemple, pour demander en fait au serveur DHCP qui lui fournisse cette adresse. Donc le 172, le 16.2.101. Donc là, il y a des manières pour envoyer le DHCP release pour dire que moi je voudrais cette adresse IP. Ce qu'il fait maintenant, la requête arrive au niveau du switch. Donc lorsqu'en fait sur le port gigabit 1.0/5, il va trouver que le 172.16.2.1 qui est demandé par la machine là où se trouve donc l'attaqueur et le hacker. Et tout simplement en fait ce qui va arriver, il va trouver que cette adresse IP, la même adresse IP, donc il est déjà affecté donc à un autre machine qui est connectée sur le gigabit 1.0/3 qui correspond donc au PC1. Et dans ce cas-là, ce qui va arriver tout simplement, c'est que le message sera discardé. Ok, donc le message donc sera rejeté par le DHCP snapping. Après, en fait, on va voir un peu plus en détail, c'est que, par exemple, le DAI, donc Dynamic ARP Inspection, donc il va se baser sur cette table-là pour prendre quelques des autres décisions. Très bien. Alors, maintenant, la configuration du DHCP snapping. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est que aujourd'hui, en fait, au niveau du DHCP snapping, l'objectif, c'est qu'en fait, on va définir les ports fiables et les ports non fiables. Donc, les ports fiables, c'est là où tous les messages DHCP, donc, ils vont passer. Il faut que, par exemple, ça soit accepté. Alors, par exemple, ici, j'ai un switch 2, donc j'ai un switch 1. Donc, le switch, donc le serveur DHCP, donc, il est derrière le switch 1. Alors, à savoir que maintenant, ce qui va se passer, c'est que les messages DHCP, donc, ils vont passer par le Fast Ethernet 0/1 et puis en fait par du switch 1 et puis le Fast Ethernet 0/1 du S2. Dans ce cas-là, ce qui va y arriver, c'est que le Fast 0/1 et le Fast 0/1 du serveur. Alors, les phases 0/1 de chaque switch, donc c'est-à-dire le switch 1 et le switch 2, il faut qu'on le configure comme des ports fiables, ok, comme des ports fiables, parce que là, ça va transverser les messages DHCP. Alors, déjà en fait, pour activer donc la fonction DHCP snapping au niveau d'un équipement, donc on tape la commande IP DHCP snapping. On peut en fait développer donc notre configuration pour dire que le DHCP snapping ce sera activé sur le VLAN 10 et 20.
Donc c'est-à-dire les VLAN en fait que le serveur DHCP donc et ils fournissent des IP à partir des pools qui correspondent aux VLAN 10 et 20. Donc dans ce cas-là, donc on peut l'identifier. Sinon en fait cette commande on va dire c'est plus optionnel. Vous pouvez le faire, sinon vous pouvez aussi donc ne pas le faire. À savoir, si vous allez la configurer, c'est qu'à chaque fois vous avez donc un autre VLAN qui se rajoute et que ce VLAN donc il va récupérer les postes qui vont être dans ce VLAN, ils vont récupérer des adresses IP. Alors via des serveurs d'HCP et que vous avez mis en fait on va dire cette consigne de configuration IP d'HCP snooping sur certains VLAN. Dans ce cas là à chaque fois en fait ils vont rajouter le numéro de VLAN. Très bien. Maintenant, pour configurer un port contrast, c'est que tout simplement vous passez au niveau de la configuration de cette interface ou bien de ce port. Et puis en fait vous tapez la commande IP DHCP Snooping Trust pour dire que c'est un port fiable. Ok. Par la suite, en fait, c'est qu'il y a une autre commande en fait qui est aussi donc optionnelle, c'est ce qu'on appelle pour limiter la fréquence on va dire à laquelle on va dire un hacker peut perpétuellement transmettre des fausses requêtes DHCP au serveur DHCP via des ports on va dire non trust ou bien non fiables. Dans ce cas-là, c'est que pour faire cette limitation au niveau des fréquences, il y a aussi, ça va servir dans le cadre pour éviter qu'on aura un overload ou bien une surcharge au niveau d'un serveur d'HCP. C'est que dans ce cas-là, on peut limiter donc la fréquence à laquelle on va dire un hacker donc il peut transmettre des fausses requêtes DHCP au serveur DHCP. Alors dans ce cas-là, vous mettez juste la commande IP DHCP Snooping limit et puis rate et puis en fait là vous spécifiez le nombre de requêtes. Après ici au niveau du switch 1 donc vous allez faire la même chose, c'est que pour activer le DHCP Snooping c'est IP DHCP Snooping et puis ici en fait on va identifier donc les VLAN, ici par exemple le VLAN 10 et 20 donc c'est pareil et à chaque fois si vous allez partir sur cette configuration c'est que à chaque fois je vous dis et je le répète, dès que vous rajoutez un VLAN au niveau du serveur DHCP donc il faut toujours penser à rajouter cette conf là ou bien rajouter le numéro de VLAN au niveau de votre configuration du DHCP Snooping, si bien sûr vous avez adopté ça. Par la suite, lorsque vous faites ça, c'est que tout simplement vous rentrez au niveau de la configuration de votre interface là qui va réagir comme un port trust et puis en fait vous tapez la commande IP DHCP Snooping Trust. Voilà, c'était tout par rapport au DHCP Snooping. Donc j'espère que vous avez retenu le maximum d'informations. Moi, pour que je vous dise, très honnêtement, j'essaie d'éviter les vidéos qui prennent 8 minutes pour expliquer DHCP Snooping, alors que le DHCP Snooping, donc il a pas mal de fonctions qu'il faut qu'on l'explique. Notamment ce que je vous ai expliqué dans les deux diapos précédentes. Voilà donc comment il filtre par exemple sur les messages Discover. Voilà, c'est quoi l'intérêt de créer en fait un table de DHCP binding. Alors pour moi c'est parfois en fait je prends beaucoup de temps pour expliquer ça, mais pour moi c'est primordial et c'est super important. Comme ça en fait vous allez réussir non seulement votre certification CCNA, mais aussi en fait pour passer à un niveau supérieur, là notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le CCNP Enterprise. Ok, donc parfois en fait vous allez trouver que ça c'est déjà en fait ça dépasse votre niveau dans certains contextes que j'explique, mais ça pour moi c'est primordial. Comme ça en fait vous n'aurez pas des grands soucis lorsque vous allez passer sur des niveaux notamment du CCNP Enterprise ou bien pourquoi pas en fait aussi du CCE ou bien en fait tout ce qui concerne donc la partie design. Pour moi c'est super important parce que toujours la CCNA c'est la base, donc c'est à dire c'est le root. Sans le root on peut pas fonctionner. Ok, sans une certaine base on peut pas continuer. Ok. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à nous soumettre vos questions via la question-réponse du Udemy ou bien nous envoyer un petit message via LinkedIn. Je vous remercie de votre suivi et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.